Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes jeudi 23 octobre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans Clédou Info. Au sommaire de l'actualité, 23 Maliens viennent d'être expulsés d'Arabie Saoudite. Ils ont été reçus hier par les responsables du centre d'accueil des Maliens expulsés de la protection civile de Bamako. Le ministère de la Solidarité, en partenariat avec le ministère du Développement rural, vient au secours des éleveurs. Ils ont organisé un convoi humanitaire pour les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour. Au microphone, Kanikita, à la technique Fatoufal. Retour au pays pour 23 Maliens expulsés d'Arabie Saoudite. Ils ont tous regagné Bamako hier mercredi. Beaucoup de zones d'ombre entourent cette opération d'expulsion. Sur les 23 personnes, il y a 3 femmes et beaucoup de jeunes Maliens nés en Arabie Saoudite et qui foulent le sol malien pour la première fois. Je vous propose d'écouter Nuhun Koulibaly, responsable du centre d'accueil des Maliens expulsés de la protection civile de Bamako. Il est interrogé par Mohamedou Khan. Parmi ces 23, c'est une seule personne qui avait le séjour en Arabie Saoudite, la carte de séjour. Mais les autres n'avaient pas de séjour. Bon, je me suis dit que peut-être de faire qu'ils soient en situation illégale, c'est la raison de leur expulsion. Ce qui avait été dit précédemment, que ce sont des Maliens qui voulaient aller soutenir les djihadistes en Syrie, tout ça c'est pas vrai. Bon, pour le moment, je ne saurais vous dire ça puisque les enquêtes sont en cours au niveau de la police. Et lorsque la police va terminer avec les enquêtes, en ce moment, je pourrais vous donner la confirmation. Nous avons dénoté des non-maliens, des Burkinabés notamment, qui sont aux mains de la police. Comment ça s'est passé? Bon, ce sont des gens qui sont venus à Bamako ici, se procurer des documents maliens pour aller en Arabie Saoudite. Bon, pour le moment, rien n'a été décidé pour le moment. Mais à ce qui concerne les deux Burkinabés, ils ont été mis à la disposition de la police pour des enquêtes éventuelles. C'est là Nuhun Koulibaly, responsable du centre d'accueil des Maliens expulsés de la protection civile de Bamako. Une formation des formateurs se tient depuis ce mercredi au complexe scolaire moderne Adjara de Kalabankoura Bamako. Le but est d'outiller ceux qui veulent agir pour la paix au Mali. Organisé par l'école de la paix de Grenoble, France, en partenariat avec le centre d'assistance et de promotion des droits humains. Cette formation vise à promouvoir la culture de la paix et en s'appuyant sur la force des écoles du Mali. Les détails avec le formateur Florent Blanc. Il est au micro d'André Traoré. Le but de l'école de la paix, par cette formation que nous voulons construire avec vous, c'est d'adapter les techniques pédagogiques que nous avons développées en France au contexte malien. Seuls, nous ne pouvons rien. La formation, elle a pour but de former les ambassadeurs d'une culture de la paix dans les écoles, en s'appuyant sur la force des écoles du Mali, les formateurs nationaux, les enseignants, pour le bénéfice des élèves. Cette formation, elle a pour principe de ne pas dire ce que l'enfant doit faire, de ne pas le contraindre dans ses comportements, mais bien de lui faire prendre conscience seul, intérieurement, que certains de ces comportements peuvent évoluer vers un règlement non violent des conflits. Les conflits, ils naissent avec la relation en société. Le simple fait de mettre des gens en contact provoque des tensions, des incompréhensions et parfois peut déclencher une réponse violente pour répondre à son besoin primaire de calme, de sécurité. La culture de la paix, c'est avant tout de proposer des méthodes de résolution non violente en n'imposant pas les réponses, en faisant réfléchir et évoluer chaque personne à son rythme, selon son propre mode de fonctionnement. Convoi humanitaire pour les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le ministère de la Solidarité, en partenariat avec le ministère du Développement rural, ont lancé ce mercredi à Ségou un convoi humanitaire. Il est composé de plus de 500 tonnes d'aliments bétail. Le but est d'alléger la souffrance des éleveurs de ces localités. Pour plus de précisions sur l'initiative, écoutons Cheikh Oumar Cham, conseiller au ministère de la Solidarité. Il est au micro de Douba Dambeli.
Suite aux effets et impacts de la crise sécuritaire de la situation de guerre, une période de soudure qui a commencé tôt depuis fin mars et les mortalités du bétail qui ont commencé en fin mai dans certains parcours, véritables hécatombes pour les élèves. Le ministère du Développement rural a approché notre département pour un appui en aliments bétail afin d'apporter une solution à cette catastrophe dans les régions de Mopti, Douanzan, Tenenkou, Yuaru et partiellement Mopti, Djene, Koro et Bankas pour la région de Mopti, Tombouctou, Cercle Gourma, Rarous, Tombouctou, Gundam, Diré et Nyafunki. Pour la région de Gao, Bourem, Ansongo, Gao et Menaka. Pour la première région qui a eu cette intervention, ils doivent bénéficier de 265 tonnes. 140 tonnes, la région de Gao, 95 tonnes, ce qui fait le total de 500 tonnes d'une valeur de 150 millions. À Mopti, l'opération d'achèvement du RAVEC connaît des difficultés car peu de nouveaux majeurs viennent s'enrôler. C'est le constat fait ce matin par les autorités de la ville. Pour en savoir plus, retrouvons Ben Junior, notre correspondant à Mopti. À une semaine de la fin de l'opération d'achèvement du RAVEC, la situation à Mopti reste alarmante. C'est le constat de M. Kéou Nyomanta, sous-préfet de Mopti. Les nouveaux majeurs, c'est 231. Les personnes omises enrôlées, ça fait 657. Et le nombre total des personnes enrôlées depuis le début de l'opération jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est 888. Vraiment, c'est un bilan largement en deçà, en tout cas des prévisions. Parce que ce qui est prévu, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 23 000. Une situation que le sous-préfet impute à l'inaction des partis politiques et des chefs de quartier. L'opération concerne spécifiquement les nouveaux majeurs, c'est-à-dire permettre à ceux-ci de pouvoir voter, parce que c'est à la demande de la classe politique. Je profite vraiment de l'occasion pour lancer vraiment un appel aux partis politiques. Cette opération, c'est presque leur opération, parce que c'est à leur demande que le gouvernement a accédé et a mis en place ce mécanisme des listes biométriques. Vraiment, je m'adresse aux chefs de quartier. Vraiment, on ne sent pas leur implication dans cette opération. Malgré toutes les campagnes d'information et de sensibilisation que les autorités administratives ont faites à leur endroit, j'avoue que le constat reste amer. C'est des gens qui ne s'impliquent pas. Tout compte fait, l'opération de cette phase du RAVEC prendra fin le 31 octobre prochain et une autre date n'est pas encore à l'ordre du jour. Ben Junior Mopti pour Radio Clédou. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 5 veut apporter son soutien à la promotion de l'emploi des jeunes. C'est dans ce cadre qu'une rencontre a été organisée afin de contribuer à la vulgarisation des corps de métier en commune 5 du district de Bamako, sensibiliser les jeunes sur l'aspect évolutif des corps de métier, valoriser certains métiers générateurs d'emploi, pécunier de contribuer à la stabilisation du pays. Écoutons respectivement Modibo Diakité, président de l'organisation, et Ibrahim Amadou Maïga, président du conseil communal de la jeunesse. Ils sont au micro de Mariam Kouyaté. Les objectifs spécifiques de ce forum visent à sensibiliser les jeunes sur l'aspect évolutif des corps de métier, renforcer l'employabilité et l'autonomisation des jeunes et contribuer à la stabilisation du pays. Si les jeunes diplômés acceptent la reconversion et aller vers les métiers, le Mali va se développer le plus rapidement que possible. Pour mettre cette activité en œuvre, nous avons fait appel à nos partenaires, la Chambre des métiers de la communauté, qui fait de très belles choses pour la promotion et l'emploi des jeunes, mais aussi pour la vulgarisation des corps de métiers. On les a sollicités pour qu'ensemble, nous puissions organiser cette activité qui va nous permettre de voir comment faire connaître ces différents corps de métiers. Ouverture ce jeudi matin du premier conseil et administration de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF dans la salle de conférence de sa direction générale à Bamako. L'ONEF est la toute nouvelle entité du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle créée pour faire des études et de recherche afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail. C'est là pour une meilleure régulation de ce marché. Le représentant du président du conseil d'administration, M. Mohamed Yacouba Diallo, nous donne des détails au micro d'André Traoré.
Nous allons examiner le programme d'activité pour 2015 et le projet de budget. Mais avant cela, je voudrais quand même saluer cette première session inaugurale qui consacre le démarrage des activités de l'ONEF proprement dit. Comme vous le savez, l'ONEF est dans le paysage institutionnel du ministère de l'Emploi et de la Formation un nouveau-né. C'est la dernière des institutions, mais qui était assez attendue par l'ensemble des utilisateurs des informations. Parce que qui dit politique de l'emploi et de la formation professionnelle a besoin nécessairement des informations qualifiées, fiables pour conduire justement ces politiques. Qu'est-ce que les populations attendent de cette nouvelle institution? Avoir des informations fiables pouvant les orienter sur le marché du travail, sur le plan même de la formation professionnelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de formations qui à terme ne débouchent pas sur des emplois. Donc il s'agit de réorienter à partir des informations fiables. Donc les enfants, nos jeunes frères seront déjà orientés, tout comme les centres de formation aussi qui vont adapter leur programme en fonction des études qui seront menées par l'Observatoire. Parlons à présent de l'artisanat. Les gros problèmes auxquels ce secteur est confronté aujourd'hui sont nombreux après la crise. C'est dans cette optique qu'une rencontre a été organisée par les membres du secteur pour attirer l'attention des autorités sur leur situation. Écoutons Amidou Danyoko, président de la Maison des artisans de Bamako. Il est au micro de Mariam Kouyaté. Au niveau du Mali, déjà, le secteur de l'artisanat, il compte 171 corps de métier. Mais je vous avoue que, suite à cette crise-là, le secteur de l'artisanat a perdu tellement de son poids et pratiquement les régions du Nord sont les régions où les artisans souffrent le plus. Nous avons jusqu'à 1200 entreprises artisanales qui ont été fermées pendant la crise. Donc nous avons fait un écrit au niveau du département de tutelle pour dire que le secteur de l'artisanat est en souffrance au niveau, en tout cas, des régions du Nord, de façon particulière, mais de façon générale au niveau du Mali. Le Premier ministre, après avoir fait un tour, a jugé nécessaire qu'il fallait venir en appui aux artisans par rapport à un engagement de ce genre-là qui donne la possibilité aux artisans de pouvoir produire, avoir un revenu, mais aussi pouvoir soutenir leur famille, mais également contribuer, n'est-ce pas, à l'assiette fiscale du pays. Au jour d'aujourd'hui, la correspondance n'est pas en application. Il y a une mission qui est en train d'expliquer avec les responsables des différentes régions le contenu de cette correspondance-là. Une fois que le tour aura été fait, nous pensons qu'un décret d'application doit voir le jour pour que les différentes institutions et les différents administrateurs puissent faire de cette correspondance-là une réalité. Restons dans la même mouvance, un atelier national de vulgarisation du code communautaire des artisans dans l'espace IMOA s'est ouvert hier au centre Awakita de Bamako. Ce document abroge tous les codes nationaux de l'artisanat, mais en donnant une possibilité aux États de l'UEMOA de prendre certaines dispositions pour gérer les cas particuliers. Les précisions avec Idriss Ali, directeur national de l'artisanat du Mali. Il est au micro d'André Traoré. L'UEMOA, dans ces 8 pays, qui a décidé de doter les pays d'un document unique qui a valeur de loi dans l'espace UEMOA. Ce document doit gérer désormais le secteur de l'artisanat dans tous les pays, qu'on a appelé code communautaire. Donc ce document, pour son élaboration, il y a eu un processus long, participatif, et qui a abouti à la signature par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars dernier, et qui est désormais en vigueur dans tous nos pays à partir du 1er juillet. Donc puisque nous allons nous soumettre à cette réglementation communautaire, il est bon que les acteurs concernés se retrouvent pour avoir une compréhension partagée du document lui-même, qu'ils définissent ensemble les meilleures stratégies possibles pour mieux vulgariser ce document, afin que les acteurs se l'approprient, il s'agit des artisans et toutes les autres parties prenantes. Ainsi s'achève cette édition de Clé de l'Info qui vous a été présentée par Kanikita. La mise en onde était assurée par Fatoufal. Merci à tous de l'avoir suivi, mais c'est pas tout. Vous aurez tout à l'heure votre émission sport avec Sekou Kone. Merci.